Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir sur les transferts thermiques et l'isolation thermique qui est au programme de première bac pro en groupement 3. Donc ce devoir était composé de 3 exercices. Le premier que voici, qui était un exercice qui demandait de bien maîtriser les formules vues en isolation thermique. Pour quelqu'un qui maîtrisait les formules, il n'était pas très difficile. Par contre, pour quelqu'un qui s'est jamais entraîné sur les formules, ça pouvait devenir beaucoup plus compliqué. Ensuite, l'exercice 2 était beaucoup plus centré sur les transferts thermiques. C'est un exercice qui était relativement simple dans le sens où il y avait très peu de calculs à faire. La seule difficulté, c'était la maîtrise d'Excel. Mais pour un élève de première, à ce stade de l'année, c'est quelque chose qui doit être quand même maîtrisé. On verra ça dans la correction détaillée. Et enfin, le dernier exercice, là c'était un exercice de mise en situation professionnelle, où on avait un revêtement de sol à changer et il fallait choisir le matériau le plus approprié. Donc on va commencer par corriger ce premier exercice. Je vous laisse bien regarder la consigne. 3 questions. Première, calculer une puissance thermique avec des conditions qui étaient données. Deuxième question, on devait dire comment variait cette puissance thermique quand l'épaisseur augmentait, puis quand la surface augmentait. Et en troisième question, on devait toujours dire comment variait cette puissance thermique si la conductivité augmentait, donc en changeant de matériau, ou si l'écart de température augmentait. Donc, en fait, c'était toujours à peu près le même calcul, les mêmes formules à utiliser, avec simplement une petite réflexion à chaque fois en question 2 et 3. Donc concrètement, il fallait utiliser les deux formules que l'on a en vert ici, qui étaient des formules du point à retenir du chapitre, formules qui, en cas d'oubli, pouvaient être demandées et étaient redonnées pour que personne ne soit bloqué. Donc il fallait combiner les deux formules vues pour obtenir celle-ci, chose qui a déjà été faite en exercice, puisque tout simplement, dans le calcul de sigma, le G qu'on a ici, c'est le même G que ici, donc on peut remplacer G par lambda sur E fois S. Ce qu'on fait là, et donc on a cette formule à appliquer. On remplace lambda, E, S, T1 et T2 par les valeurs qui correspondent dans l'exercice. On obtient ce calcul qui nous donne 60 watts. Une puissance thermique de 60 watts. En doublant l'épaisseur, il suffit de doubler la valeur que l'on avait à cet endroit-là. Donc on arrive à 0,36, on trouve 30 watts. Donc là, la puissance thermique sera 2 fois moindre. Si on double la surface, voici, c'est cette valeur-là qu'on va doubler. Donc, au lieu de 20, on a 40. Et on aura 120 watts. Donc là, la puissance thermique sera doublée. Si lambda augmente, question 3 en changeant de matériau, on aura par exemple 0,072. C'est plus grand que 0,036. On pouvait prendre la valeur que l'on voulait tant que c'était plus grand que 0,036. Donc moi j'ai choisi de la doubler, on aurait très bien pu prendre 1 pour simplifier les calculs, peu importe. L'essentiel était de trouver une valeur de puissance thermique plus élevée que nos 60 watts du départ et donc d'en conclure que la puissance thermique augmentera quand lambda augmente. Et quand l'écart de température augmente, donc par exemple en hiver où à l'intérieur la température ne change pas, on la laisse à 27 degrés, par contre à l'extérieur au lieu de faire 12 il fait moins 2. Et bien là, dans ce cas-là, on trouvera également une valeur qui sera plus élevée que nos 60 watts et donc la puissance thermique augmente quand l'écart de température augmente. Donc encore une fois, en termes de calcul, il n'y avait pas de difficulté. La principale difficulté, c'était la maîtrise des formules. Donc c'est là où l'entraînement porte ses fruits. Quelqu'un qui s'est entraîné sur le chapitre, qui a travaillé ses formules, ne devait pas rencontrer de problème sur cet exercice. Ensuite, nous avions l'exercice 2 sur le chauffe-eau solaire. Alors, il fallait dans un premier temps indiquer les modes de transfert intervenant dans un système de chauffe-eau solaire. Bon, voilà, il n'y avait pas trop de difficultés, il fallait céder du petit schéma. Ensuite, proposer une expérience qui permet d'étudier le transfert thermique dans un ballon de stockage.
En troisième question, il fallait représenter l'évolution de chaque température en fonction du temps à l'aide de Excel. Donc, ces températures-là, par rapport au temps. Commenter l'allure des deux courbes obtenues et rédiger une conclusion sur le réglage du chauffe-eau solaire. La principale difficulté, elle était ici, en question 3. Il fallait savoir faire des graphiques avec Excel. Quand on dit que c'est la principale difficulté, oui, c'est difficile pour quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné sur Excel. Sauf que Excel, c'est un logiciel que vous devez utiliser depuis le tout début de la classe de seconde. Donc, quand on est en première, Excel, on commence à maîtriser. Et donc maintenant, il est temps de passer à la correction en elle-même de l'exercice 2. En première question, donc les trois modes de transfert thermique qui interviennent dans notre système de chauffe-eau solaire. On aura les trois, carrément. Le rayonnement du soleil sur les capteurs, parce que du soleil jusqu'au capteur, c'est transfert par rayonnement. Ensuite, on aura un phénomène de conduction entre les capteurs et le fluide, mais aussi au niveau de l'échangeur thermique. Enfin, on a de la convection à l'intérieur du ballon et dans le circuit du fluide. On ne nous demandait pas de justifier, simplement d'indiquer. La justification était relativement facile. Quand on a un solide, on est forcément sur de la conduction. Le rayonnement du soleil, c'est du rayonnement. Ça doit être de la culture générale scientifique. Et la convection, c'est à l'intérieur des liquides. Là, en l'occurrence, le fluide se déplace. Il y avait les petites flèches sur le schéma. Donc, ça nous indiquait très clairement qu'il y avait un phénomène de convection. Quant à l'intérieur du chauffe-eau, là, c'est pareil. On avait l'eau sanitaire froide qui rentrait par le bas du ballon et l'eau chaude qui sortait par le haut. Donc, déplacement d'un fluide, convection. L'expérience qui permet d'étudier le transfert thermique dans le ballon de stockage, il y en a plusieurs. C'est la question 2. Il y en a une qui est très facile à faire, c'est d'étudier les phénomènes de convection dans un ballon. On prend un bécher, on met un fond de colorant et on met délicatement de l'eau au-dessus de façon à ce que le colorant et l'eau ne se mélangent pas trop. Et on met ce bécher sur une plaque chauffante et on va voir que le fond du bécher qui a de l'eau avec du colorant va finir par monter et on va voir les mouvements de colorant. Donc ça, c'est une petite expérience qui est assez intéressante et assez facile à faire. Il y en avait d'autres. On était sur une proposition d'expérience. Ce qui comptait, c'était de proposer quelque chose de cohérent. En dehors de ça, tout était possible. Tant que c'est cohérent au niveau physique et faisable, bien sûr, dans le cadre d'une expérience, et pas de problème, ça passait. On arrive au gros de l'exercice 3, où il fallait représenter l'évolution de chaque température en fonction du temps à l'aide de Excel. Alors concrètement, si on avait Excel, il fallait recopier le tableau. On pouvait se contenter de recopier la partie chiffrée. Ensuite, une fois qu'on avait ce tableau, il fallait aller dans Insertion et aller chercher les nuages de points. Alors le nuage de points avec ligne droite et marqueur était un graphique qui pouvait être tout à fait adapté. On peut aussi prendre celui-ci, ligne courbe, ça marchait aussi. L'un ou l'autre pouvait permettre d'avoir des graphiques relativement intéressants, donc faites le choix entre les deux. Et en validant, on obtenait donc ce graphique-là. Graphique-là qu'on a en plus gros ici. Donc c'est vraiment facile pour quelqu'un qui maîtrisait Excel, mais ça pouvait devenir infaisable pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé le logiciel Excel. Alors c'est sûr, on ne l'utilise pas forcément en physique sur ce chapitre. Mais tracer des évolutions de données avec Excel, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Ça a été vu en mathématiques, ça a été utilisé en physique à plusieurs reprises depuis le début de la seconde. Donc là, à ce stade de l'année, quand on arrive sur un chapitre sur la thermique en physique, on doit maîtriser le logiciel Excel. Donc commenter l'allure des deux courbes, question 4, il y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et elles ont tendance à se rejoindre.
voilà, j'ai commenté l'allure des courbes. Là encore, on laissait une grande liberté sur la façon de commenter les courbes. L'essentiel était d'apporter une réponse cohérente. La dernière question, rédiger une conclusion sur le réglage du chauffage solaire. Au vu des indications que l'on a, vu l'évolution des courbes, on voit que les deux courbes vont tendre vers 75, donc 75 degrés. Donc ça veut dire que le chauffe-eau il est mal réglé puisqu'il aurait dû être réglé entre 55 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Alors là, il est réglé nettement au-dessus d'après ce qu'on observe avec les courbes. Donc la conclusion, c'est qu'il est mal réglé. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On va maintenant regarder le troisième exercice. Troisième exercice, sur quel revêtement de sol choisir. Donc, première question, quel est le meilleur conducteur thermique? Il va falloir choisir entre le carrelage et le linoléum. Ensuite, expliquer pourquoi la conductivité thermique est une grandeur insuffisante pour choisir le revêtement. Puis proposer une démarche pour choisir le revêtement. Ensuite, calculer les conductances thermiques du carrelage puis du linoléum. Ensuite, valider le choix ou non, d'ailleurs, du solier qui choisit le carrelage. Et enfin, donner les caractéristiques thermiques à prendre en compte pour choisir un revêtement de sol pour une surface donnée. Voilà pour les questions de ce troisième exercice. Maintenant, voyons la correction. Donc déjà, le meilleur conducteur thermique, c'est le carrelage. Tout simplement parce que sa conductivité thermique, c'est la plus élevée. Ça suffisait de regarder dans le tableau, on avait 3,2 pour le carrelage et 0,080 pour le linoléum. En question 2, donc la conductivité thermique, c'est une grandeur insuffisante pour choisir le revêtement, tout simplement parce que on prend en compte l'épaisseur d'isolant. On peut aussi prendre en compte d'autres caractéristiques, c'était le moment de les citer, comme le coût, les différentes propriétés physiques non thermiques, la facilité de pose, etc. Tous ces éléments qui permettaient de choisir un revêtement. En fait. Ensuite, la démarche pour choisir un revêtement. Encore une fois, il y avait pas mal de possibilités. Et proposer une démarche, c'est une question assez ouverte. Là, on est dans une logique d'exercice où on est sur de la thermique, sur de l'isolation thermique. Donc, démarche serait peut-être de calculer la conductance thermique qui prend en compte l'épaisseur et la conductivité thermique en même temps. Et d'ailleurs, on nous demande la conductance thermique en question 4 et en question 5. Donc, toute logique, on a la démarche, on l'applique. Donc, les calculs sont ici. Donc, le premier pour le carrelage, le deuxième pour le linoléum. Pas de difficulté, on a les valeurs dans le tableau. Il fallait juste prendre attention à mettre l'épaisseur en mètres. Sinon, ça ne marche pas. Et en prenant en compte l'épaisseur en mètres, donc faisant une conversion de millimètre à mètre, on pouvait faire le calcul et trouver 17 600 watts par Kelvin pour G1 et 1485 watts par Kelvin pour G2. Ensuite, question 6, donc le solier choisit le carrelage, validez-vous son choix. Oui, on le valide. Pourquoi ? Parce que le carrelage, il laisse passer plus facilement la chaleur du chauffage au sol. Parce que c'était ça la petite subtilité de l'exercice, c'est qu'on cherchait un revêtement de sol dans une maison équipée d'un chauffage par le sol. Donc si on n'était pas dans cette situation, on cherchait à avoir un système de revêtement dans une maison équipée d'un chauffage par le sol, mais simplement dans une maison sans chauffage par le sol, là effectivement on chercherait le plus isolant. Mais en chauffage au sol, il faut que la chaleur puisse traverser le sol, sinon notre chauffage il sert à rien. Donc là, le carrelage est un très bon choix. En dernière question, les caractéristiques thermiques à prendre en compte pour choisir un revêtement de sol pour une surface donnée. Bien, là, on prend en compte la conductivité thermique et l'épaisseur du matériau. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice. C'est donc la conclusion logique de notre exercice. Et donc, voilà qui conclut cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.